Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, c'est au cœur du Jardin des Tuileries à Paris que trône le musée de l'Orangerie. On nous a ouvert ses portes pour une visite envoûtante. L'architecte Lina Gottmé a séduit le monde avec des infrastructures organiques et inspirantes, immersion dans son univers. Plus la peine de venir des beaux quartiers pour se la jouer néo-bourgeois. Dans Home Mode, on vous en dit plus sur la tendance de la bourgeoisie. Il y a ceux qui jouent d'un instrument et il y a ceux qui connaissent leurs moindres secrets de fabrication. Découverte du métier de luthier. Avant de retrouver l'architecte Lina Gottmé, je vous propose tout de suite le point de vue. Vous savez que dans À l'œuvre, on est friand d'anecdotes artistiques croustillantes. Aujourd'hui, on parle de Pierre Bonnard, artiste français de la fin du 19e, début 20e, qui avait une habitude étonnante. Tellement perfectionniste, le peintre se rendait dans les musées où ses œuvres étaient exposées et, à l'insu des gardiens, faisait quelques retouches sur ses toiles. De cette fâcheuse manie est né le verbe « bonnarder » qui signifie retoucher une œuvre terminée à l'insu de ses nouveaux propriétaires. Pour apprendre, il y a la méthode classique et la méthode insolite de chez Cartomania. Ici, on vous livre un atlas revisité qui ne se résume pas qu'aux capitales et aux chaînes de montagnes. L'ouvrage met en lumière les richesses des pays, les religions, les ressources ou plus originales, les plus belles plages du monde. Une manière ludique de se cultiver, mais surtout de se sensibiliser aux disparités mondiales et de se souvenir que tout ne tourne pas autour de notre petit monde. À Paris, difficile de louper les colonnes Maurice. Si nous devons cette invention à l'allemand Liftas, c'est le baron Haussmann qui les fera fleurir dans les rues de la capitale, alors en plein essor culturel. Mais alors, pourquoi ne s'appellent-elles pas les colonnes Liftas ? Eh bien, tout est une histoire de pub. En 1868, un imprimeur français du nom de Gabriel Maurice obtient la concession de ces colonnes. Il finance alors la construction de 150 d'entre elles, en échange de 15 ans de monopole d'exploitation. De quoi coller son patronyme à cet emblème parisien. Des nymphéas de Monet aux œuvres de Marie Laurencin, le musée de l'Orangerie héberge en son sein des trésors de la peinture, à la découverte de ce lieu hors du temps. Respirez. Autour de vous, un étang paisible. Les saules caressent l'eau assoupie. À la surface, en quelques coups de pinceau, se dessinent les nymphéas de Claude Monet. Bienvenue au musée de l'Orangerie. Il souhaitait en fait créer cette sorte de havre de paix pour les promeneurs du jardin des Tuileries, mais également pour les citadins pressés qui traversaient la place de la Concorde, pour leur offrir une sorte de moment contemplatif au cœur de la capitale. Comme un aboutissement de son chemin de peinture, les nymphéas sont la dernière œuvre de Claude Monet. 8 toiles monumentales réalisées par le peintre au crépuscule de sa vie entre 1914 et 1926. Alors, l'histoire de la genèse des nymphéas est très émouvante puisqu'on en a en fait le témoignage à travers la correspondance que Monet échange avec Clémenceau, qui est son ami, son confident et qui est celui qui va représenter en fait la commande publique. Et malheureusement, quand Monet meurt en 1926, il ne verra pas l'installation de ces panneaux à l'Orangerie puisqu'il a résisté beaucoup avant de livrer ces panneaux, étant toujours insatisfait en fait du résultat de ces panneaux, voulant tout le temps les reprendre. Les nymphéas s'offrent au public au printemps 1927 pour l'inauguration du musée de l'Orangerie. Les nymphéas, c'est effectivement le cœur du musée de l'Orangerie. C'est un décor peint absolument essentiel qui a beaucoup frappé notamment toute l'abstraction américaine et de très nombreux artistes viennent du monde entier pour découvrir ce monument de peinture. Nichée dans le jardin des Tuileries, l'Orangerie a accueilli de nombreuses expositions au cours du XXe siècle. En 1980, le musée connaît un nouveau souffle. Une vaste collection d'œuvres du début du siècle lui est confiée. C'est la collection de Paul Guillaume, un mécanicien devenu galeriste, de sa veuve Domenica Walter et de son second époux Jean Walter. Une collection née d'une rencontre avec le poète Guillaume Apollinaire.
la rencontre entre Apollinaire et Paul Guillaume s'est faite à partir de ces petites statuettes africaines que Paul Guillaume exposait dans la vitrine du garage où il travaillait, un garage automobile. Ces statuettes, il les a trouvées au début dans les cargaisons de caoutchouc qui venaient d'Afrique noire pour la fabrication des pneus. Picasso, Matisse, Renoir, Cézanne, Modigliani, dans ce décor de béton ciré, les maîtres de l'impressionnisme dialoguent avec leurs successeurs et racontent leur époque. Il faut imaginer en fait le Paris des années folles. Le Paris de Montparnasse avec les cafés, la naissance du jazz. Et donc c'est ce climat qu'on peut retrouver ici avec des artistes qui représentent la modernité, mais avec une volonté de renouveler en fait la manière de peindre, le langage pictural. Portraits et nature morte se font écho et déjà les traits des artistes convoquent des inspirations extra-occidentales que le musée met en valeur. Passé la grande salle, des espaces monographiques rendent hommage aux personnalités comme celle de Marie Laurencin. Rare femme dans ce mouvement, elle immortalise le tout Paris de l'époque comme Coco Chanel ou la fameuse Domenica Walter. Marie Laurencin, elle est assez exemplaire par sa carrière. C'est une femme qui a assumé sa vocation de peintre, qui a partagé toute l'aventure de l'avant-garde parisienne. C'est aussi ça l'ambition du musée, rendre compte d'une époque, la belle époque, et ressusciter les auteurs de ces tableaux. Et aujourd'hui, on a tendance à ne voir que le tableau un petit peu presque momifié dans un musée. Et là, ce qui est particulier, c'est que c'est un cercle artistique, un cercle amical. Ça a été un combat artistique qui s'est fait dans un contexte parfois festif, mais aussi souvent des moments très difficiles matériellement. De cette époque, il reste ces tableaux et une source d'inspiration vivace. Comme dans les œuvres de John Mitchell et Janaïna Chap, les nymphéas ne sont jamais bien loin. Une manière de rappeler la puissance évocatrice des impressionnistes et leur héritage, toujours pertinent. L'architecte franco-libanaise Lina Gothmeh habille les quatre coins du monde de ses constructions humanistes. C'est notre invitée du jour. L'architecture doit être une source d'émotion, une source d'expérience forte et aussi une sollicitation des sens. Et pour moi, c'est important, en rentrant dans un lieu, on se sent bien, on se sent heureux et on peut être étonné combien un espace affecte notre bien-être. Ce rapport aussi entre l'espace et la nature et de retisser ce lien avec l'humain et de se rendre indispensable. Animée par sa double culture franco-libanaise, l'architecte Lina Gothmeh multiplie les projets à travers le monde où l'humain, la culture et l'espace ne font qu'un. Et je cherche toujours vraiment à écouter les lieux, à comprendre la culture et à faire émerger de cette culture, de cette histoire, un projet qui se rapporte en fait à cette mémoire, tout autant qui donne une nouveauté, une originalité à ce contexte. Et tout ce cheminement serait impossible sans la matière. On est architecte, on est aussi architecte de la matière, on construit avec une matière. Donc la matière est primordiale, elle donne forme à l'espace et elle dirige aussi l'espace d'une certaine façon. C'est donner ce rapport entre l'humain, entre le corps et son environnement, donner envie de toucher aussi. Je vois toujours à l'inauguration les gens toucher les lieux et j'adore ce moment parce qu'il y a ce rapport vraiment au bâti et aussi cette sensation que ce qu'on a autour de nous est une extension de soi. Une approche de la matière que partagent de nombreux artistes et artisans avec lesquels elle collabore. Olivier Juteau, maître verrier depuis 45 ans, a travaillé main dans la main avec Lina sur plusieurs projets, notamment la dernière boutique du chocolatier Patrick Roger. Alors Lina est douée pour comprendre les gens et pour accepter qu'ils apportent quelque chose dans l'affaire parce qu'il y a des problèmes techniques à résoudre et plein de choses à solutionner qu'on ne voit pas forcément en amont. Donc
elle offre sa confiance. Et ça, c'est quelque chose d'agréable. C'est aussi une très belle rencontre. Sur certains projets, Lina et son équipe transforment l'agence en atelier où ils expérimentent des dimensions, des matières et des couleurs sur leurs maquettes. C'est une maquette qu'on est en train de faire pour la manufacture, les ateliers d'Hermès. Et là, on est en train de construire le site du projet. Et on est en Normandie. Donc la terre, en fait, c'est une terre très argileuse. On a commencé avec une maquette, avec une base et en résine. Et pour nous, c'était important en fait de redonner cette notion de terre. En fait. Et là, il y a tout un travail d'expérimentation avec la matière de la maquette pour arriver à vraiment exprimer la terre. Et c'est un moment un peu de plaisir aussi parce que c'est la représentation de la réalité. La maquette, c'est jamais la réalité, c'est toujours la représentation. Donc, elle a son propre langage, sa propre vie. Si la maquette permet une réelle projection, rien ne pourra remplacer les visites de chantier pour avoir une meilleure vue d'ensemble. On expérimente tout ça en 3D, en maquette, et tout d'un coup, on se retrouve à échelle réelle et on commence à habiter l'espace, à voir les proportions qu'on a conçues, qu'on aurait imaginées, mais aussi à écouter ce qu'on voit sur le site. Véritable éponge, Lina Gottmet se nourrit du monde qui l'entoure, de sa diversité sans jamais oublier son histoire et ses racines, telle une architecte du futur. Bonjour Lina. Bonjour. Lina, l'architecture du futur, pour vous, est étroitement liée au passé, à l'histoire. C'est pas pour rien que l'une de vos passions est aussi l'archéologie. Comment vous pourriez décrire votre métier en quelques mots ? L'architecte, faire de l'architecture, c'est un métier très intéressant parce que c'est un métier qui est au croisement de différentes disciplines. Pour faire de l'architecture, il faut connaître le climat, il faut connaître la géographie d'un lieu, le contexte sociopolitique, le contexte immédiat, construit d'un bâtiment. Il faut être un petit peu scientifique, un peu détective, psychologue. Un peu psychologue surtout, beaucoup, parce qu'on travaille avec les gens, on travaille parfois pour des privés. Et c'est passionnant parce que ça nous amène en fait à découvrir différentes disciplines et venir les matérialiser à travers l'espace. Et des fois, je dis voilà, que la façon de travailler à l'agence, c'est l'archéologie du futur ou un peu la méthode d'un archéologue. C'est parce que je trouve que l'architecture, c'est aussi un travail de fouille permanente, en fait, pour vraiment arriver à un bâtiment ancré dans son lieu ou une intervention ancrée dans son contexte. Vous êtes originaire de Beyrouth. Quand on a grandi, étudié et construit, surtout dans cette ville, votre vision de l'urbanisme est forcément très particulière. Grandir à Beyrouth, on grandit avec ce patchwork de possibilités et de situations qui se superposent permanemment. Que ce soit une superposition horizontale, c'est-à-dire qu'on a des différentes situations de ville et de relations spatiales qui se trouvent l'une à côté de l'autre, ou verticale, dans le sens où on creuse et le plus on creuse, le plus on découvre l'histoire de cette ville qui remonte à la ville romane, aux Phéniciens et tout ce qu'elle cache dans son ventre, Beyrouth. Ça donne vraiment un rapport à la ville différent et ça ouvre l'imaginaire. Il y a toujours aussi à Beyrouth le rapport à la nature qui, de vue vol d'oiseau, on ne voit pas la nature à Beyrouth, on a l'impression d'être dans une ville pourtant, de elle béton. n'est pas loin. Oui, elle n'est pas loin, mais elle est aussi enfouie dans les ruines. Elle est aussi sauvage dans des sites complètement délaissés. Et donc la nature existe d'une autre façon et ça me fascine en fait, cette capacité de la nature de donner de la beauté et d'être organique aussi. Alors justement, aujourd'hui, l'écologie, en parlant de nature, n'est pas seulement une autre composante de l'architecture, mais elle est partie intégrante. Et peut-être aussi la vocation de l'architecte, c'est de recréer un lien entre l'homme, le bâtiment, la nature. Oui. La vocation de l'architecte, c'est aussi d'être
de penser la façon d'habiter notre environnement et une façon synergique, symbiotique. C'est impossible en fait pour moi d'intervenir dans un lieu sans penser à l'environnement. On est l'environnement, oui. Nous sommes nature en tant qu'humains, on est continuité de la nature. Donc cette division entre homme et nature, humain et environnement me paraît absurde quelque part, de la façon dont on a construit, à créer des limites, à créer des frontières entre notre environnement et nous-mêmes, et est à questionner aujourd'hui. Et je trouve que finalement, mon rôle en tant qu'architecte, c'est plutôt de créer des porosités, de créer des relations. Quel est votre premier geste, Lina, en arrivant sur un nouveau projet ? La première chose, c'est sensation, en fait. C'est vraiment ouvrir ses sens, en fait. C'est vraiment regarder un lieu, sentir le lieu et redevenir humain, finalement, redevenir nature aussi. Admettons qu'on est dans 500 ans et l'un de vos bâtiments serait découvert, redécouvert. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne ? J'ai jamais pensé à qu'est-ce qu'on pourrait retenir, mais je pense que c'est une notion de trace et cet aspect palimpseste en fait du lieu. C'est de presque ne plus savoir quand est-ce que ça a été construit. Une intemporalité. Oui, c'est une certaine intemporalité, mais aussi cette notion historique, en fait. C'est de pouvoir raconter un contexte à travers de ce qu'on va retrouver. Merci beaucoup, Lina. Merci à vous. La bourgeoisie quitte les quartiers chics pour envahir les podiums en version déstructurée et qui sait, peut-être s'inviter aussi chez vous. Zoom sur cette tendance dans En Mode. Elle est chic, elle est snob, elle n'a rien qui dépasse, vous l'avez reconnue, c'est la bourgeoise. Mais aujourd'hui, elle n'est plus cantonnée au quartier chic ni au tailleur Chanel. La révolution des mœurs l'a descendue de son piédestal et la mode en a profité pour la faire exploser dès les années 90. La tendance réémerge en 2015 quand Gucci joue la fluidité des genres avec des lavalières pour hommes et des dentelles précieuses. Et même un mocassin transformé en mule fourrée que tous les fans de mode s'arrachent immédiatement. Mais c'est en 2019 que Céline lance définitivement le mouvement. Adepte d'une esthétique rock empruntée aux 70s, quand les boys bands anglais s'inspiraient des classes supérieures, Hedi Slimane en livre une version très Saint-Germain-des-Prés avec cape, jupe-culotte et lunettes de soleil. Chez Saint Laurent, Anthony Vaccarello la déshabille pour l'hiver 2020. Veste BCBG, oui, mais avec du latex et des blouses transparentes. Elle s'affiche même quasiment nue sous un manteau, une bourgeoisie sulfureuse qui n'aurait pas déplu à Monsieur Saint Laurent. Pour Burberry, Riccardo Tisci revisite le trench coat en version ultra luxe et s'empare des carreaux classiques pour les faire évoluer dans une version plus jeune et plus sexy. Habillée en Paco Rabanne, la bourgeoise est devenue folle. Elle saute sur son lit dans un fichu en fourrure, accumule ses plus belles parures et coupe son tailleur en short. Chez Casablanca, Sharaf Tajer la transforme à l'extrême. La bourgeoisie n'est plus genrée et sort de ses carcans. Seuls comptent les signes extérieurs de richesse. Pour l'hiver 2021, elle s'affiche dans des postures lascives et boit du champagne dans des palaces. Elle est vivante et multiculturelle. Quand elle défile pour Balmain, Olivier Rousteing lui donne de la puissance. Elle arrive en armée aux épaules surdimensionnées et porte des cuissardes sous une jupe fendue. Puis, elle sort faire la fête et arrive en limo dans un hôtel de luxe. Pour Bruno Cialelli, la femme Lanvin n'a plus aucun complexe. Elle investit une suite et s'étale sur le lit, traîne ses tenues à plumes au bord de la piscine et improvise même une partie d'auto-tamponneuse. Car rien n'est interdit quand on a les moyens. D'ailleurs, le groom lui-même en a perdu la tête. Pour le créateur Glenn Martins, à la tête de Y Project, la bourgeoise est un homme totalement déconstruit.
Sa femme est une grande dame à la posture austère qui détruit ses collants et sort sans pantalon. Mais le plus étonnant, c'est bien John Galliano. Pour Maison Margiela, il démonte un à un les codes BCBG. Pour l'hiver 2020, il s'inspire également d'une esthétique anglaise avec chapeau montant, foulard de scout et panier à pique-nique. On reconnaît à peine l'inspiration première, mais en fait, peu importe, la bourgeoisie, c'est dans la tête. Ceux qui donnent une âme aux instruments à cordes, ce sont bien les luthiers. Ces artisans mélomanes travaillent le bois en toute harmonie dans le geste. Je m'appelle Laurent Paquier, je suis luthier. J'ai fait du violon petit à partir de 6 ans et j'ai eu une prof particulière assez géniale qui m'a conseillé d'aller voir un luthier. Et j'ai beaucoup aimé ce qui s'y passait, la rencontre des musiciens, les odeurs, les instruments partout. Il y avait une particularité d'une ambiance très spéciale en fait. Je suis Gianni Pedrazzini, je travaille à l'atelier avec Laurent depuis 6 ans. La première chose pour nous, c'est de voir si l'instrument est suffisamment bon pour qu'il soit remis en état. C'est la même forme et les mêmes techniques de fabrication depuis des siècles. Pareil aux grands maîtres luthiers de l'Italie du XVe siècle, Laurent et Gianni ont l'oreille délicate et le geste précis. Avec patience et maîtrise, ils restaurent chaque jour violon, alto et violoncelle, des instruments parfois centenaires. C'est le seul instrument qui vieillisse dans l'orchestre. C'est-à-dire que tous les cuivres se dénaturent, à force de souffler dedans, le cuivre se distend par exemple et la perce change. Et il n'y a que la famille du violon, donc c'est-à-dire violon, alto, violoncelle, contrebasse, qui le fait d'avoir une voûte et le fait d'être tout fait avec de la colle animale par exemple, qu'on peut enlever et qu'on peut, sans dénaturer l'instrument, on peut refaire des parties et le refaire. C'est-à-dire que c'est le seul instrument de l'orchestre où il peut y avoir des instruments qui ont 50, 100, 200 ou 300 ans. Donc ça c'est intéressant parce que déjà voilà, on touche une partie d'histoire à chaque fois. Des morceaux d'histoire dont il faut bien souvent réparer les blessures et les fractures du temps. C'est un peu comme de la chirurgie. Avant d'intervenir, il faut nettoyer bien les parties à recoller. Et du coup, là, on peut voir que cette fracture a été réparée très très mal avec de la colle blanche par je ne sais pas qui, certainement pas un luthier. De toute évidence, un luthier n'utilise pas n'importe quelle colle et n'importe quel outil. Sur leur table d'opération, Laurent et Gianni ont à disposition tout un arsenal. Dans les métiers du bois, il y a toujours des rabots. Et nous, on a la particularité d'avoir des petits rabots qui sont des rabots à sculpter en fait, qu'on appelle des noisettes. On a différentes tailles, voilà, moi j'en ai 2 tailles là comme ça, un peu plus moyen. Gianni en a d'autres. On a chacun une façon d'aiguiser un peu particulière, on n'utilise pas le même angle et pas la même façon d'aiguiser exactement. La plupart des outils coupe sont des outils très personnels en fait. Voilà, qu'on ne se prête pas, même malgré toute l'amitié qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Noisettes personnelles en main, les 2 luthiers redessinent au millimètre la voûte des violons anciens et taillent à la barre d'harmonie de nouvelles cordes vocales. La barre d'harmonie, ça fait partie des pièces d'usure. On compare ça un peu à un amortisseur de camion en lame. Donc au bout d'un moment, ça s'affaisse. Elle a plus de tonicité, elle a plus sa fonction de renvoyer la voûte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, une barre d'harmonie, elle aura été sur un violon qui a 300 ans, elle va être changée plusieurs fois. Même chose pour l'âme du violon, cette pièce finale en épicéa, essentielle aux vibrations des cordes, et que tout luthier doit savoir positionner avec précision sous le chevalet en passant par les ouïes fines de l'instrument. Une opération délicate qui se maîtrise avec le temps. Quand on est jeune luthier et on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est une des opérations les plus redoutées. Après de nombreuses années, voilà, tout devient beaucoup plus simple dans les gestes. Dernière vérification sonore, à défaut de nous jouer quelques notes. On n'a pas besoin, c'est ce qu'on explique un peu aux gens qui nous demandent mais comment vous faites pour ne pas jouer de l'instrument et le parallèle que je fais, parce que la voiture, un peu tout le monde connaît, mais
Les ingénieurs de Formule 1 ne savent pas conduire les Formule 1. Et il faut savoir entendre, il faut savoir écouter et connaître un peu le principe de la chose. Évidemment, on sait tous frotter une corde, jouer à peu près juste et voir si mécaniquement c'est jouable. Très rares sont les luthiers qui ont des capacités de bons instrumentistes, quoi. Mais le miracle de la musique passe tout de même par leurs mains. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.